Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans Tempo. Je suis Emma Olivares, productrice et présentatrice de cette émission. Pour les nouveaux arrivants, je suis aussi étudiante en master de pédagogie de la musique et élève au CRR de Paris en cycle spécialisé de flûte à bec. C'est en effet mon amour de la musique qui m'a donné envie de créer cette émission. Je commence exceptionnellement ce podcast par une voix off car nous avons rencontré un petit souci de micro sur le plateau. En effet, émission inédite et hors les murs rime souvent avec challenge technique et imprévu. Cette émission est en effet spéciale. C'est la première émission que nous réalisons à l'extérieur de notre studio habituel. J'en suis fière et honorée. Le salon Musicora, qui a lieu tous les ans à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, a fait confiance à mon petit projet étudiant. Cet événement dédié à la musique, aux musiciens et aux musiciennes nous a accueillis et a permis à Tempo d'aller à la rencontre d'une partie de son auditoire. Vous allez donc être plongé dans une ambiance plus bruyante et fourmillante que d'habitude. Je vous laisse avec la Emma du passé qui présente le sujet du jour et les invités. Aujourd'hui donc dans Tempo, je parlerai facture d'instruments, innovation, vibration et pédagogie avec des spécialistes et des chercheurs. Cette émission est soutenue par Artefac, une association qui accompagne et diffuse des créations artistiques étudiantes, et la boîte de production, la Troisième Harmonique, qui soutient matériellement ce projet en nous prêtant du matériel. Tempo est entièrement préparé, réalisé par une équipe de jeunes travailleurs et étudiants bénévoles. Si vous souhaitez soutenir cette initiative culturelle, je vous invite à suivre notre chaîne Twitch et notre compte Instagram @tempo_l'émission. Pour écouter nos anciennes émissions et ne rater aucune sortie, vous pouvez également vous abonner à notre page Spotify. Études, innovation et recherche dans la facture instrumentale contemporaine, ça paraît obscur et compliqué, mais rassurez-vous, nous allons entrer pas à pas dans ce vaste sujet qui nous occupe aujourd'hui. Cette émission se veut être une introduction en douceur à ces thématiques denses et très actuelles. Pour apporter ces sujets, je suis venue accompagnée de 3 invités, tous 3 venus exposer et parler de leur savoir-faire à Musicora. Nous rencontrerons également tous les exposants du pôle du village innovation du salon. C'est le sujet d'une chronique de cette émission. Cette dernière a été réalisée et montée par l'Explorer Razov, notre chroniqueur mystère, accompagné de Juliette Bélanger à la technique. Vous entendrez ça tout à l'heure, d'ici une demi-heure. Et encore un peu après, nous aurons une chronique découverte musicale. Donc recherche, innovation, matériaux, pédagogie et écologie sont les maîtres mots de cette émission. Et Marc Guilliou, Romain Viala et Frédéric Bousquet sont nos invités du jour. Bonjour. Bonjour à tous. Marc, vous êtes spécialiste du handpan. Vous en jouez, vous en fabriquez et vous racontez son histoire. Bonjour Marc. Bonjour. Romain, vous êtes chercheur à l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Oui. Vous vous intéressez beaucoup aux thématiques de la vibration, de l'archéologie musicale et des matériaux composites. Enchanté, bonjour, merci. Et Frédéric, vous êtes musicologue, compositeur et designer. Vous êtes venu nous parler en détail d'un instrument encore méconnu qui s'appelle le ludophone. C'est l'instrument jaune juste ici et à côté vous avez le handpan. Je vous remercie tous les 3 d'avoir accepté mon invitation dans cette émission. Comme à notre habitude, nous allons commencer par un petit jeu pour capter un peu l'attention et ensuite je lancerai la discussion. Le jeu est assez simple, on va essayer de deviner des noms de chansons ou de pièces de musique avec des contraires. C'est-à-dire que je vais vous donner par exemple le mot « la chute de l'abeille » et vous allez devoir essayer de deviner le nom de l'œuvre qui est « le vol du bourdon ». En fait, tous les mots ont été échangés par des contraires. Okay. Donc il y a 5 équipes dans ce jeu. Il y a vous, le public, IRL. Il y a vous, le chat de Twitch. Et il y a chaque invité autour de cette table. Je vous propose de commencer par le premier nom qui est Monsieur Scarabée. Quelle œuvre se cache derrière ce nom ? Madame Butterfly. Exactement, un point. Ensuite, Bien joué. on change complètement le style. On est plutôt dans de la variété française avec La mort en bleu. La vie en rose. Et oui, exactement. La vie en rose. Ouais, La vie en rose, exactement, Comme un c'est ça. Ensuite, on est plutôt dans du pop rock anglais avec une chanson qui s'appelle Tomorrow. Yesterday. Yesterday. Et oui, exact. Vous êtes très fort. C'est la première fois que j'ai des invités aussi forts au jeu du début. Donc bravo.
Ensuite, on est sur de la musique classique avec Un jour sur la montagne chevelue. Une nuit sur le mont déchu. Une nuit sur le mont Chauve, ouais, le mont c'est Chauve, ça, oui. exactement. Bah vous étiez Oui, pas le loin. mont Chauve. Et on a pareil, un classique de la chanson française avec la chanson Grenoble. Vesoul. Pardon ? Vesoul. Non, pas tout à fait. Grenoble. Oui. Bon, c'est pas vraiment un contraire du coup, parce que c'est aussi un nom de ville française. Un nom de ville française. Est-ce que dans le public on a une idée de réponse ? Ouais, Toulouse. Ah, Toulouse, une chanson de Claude Nougaro. Ensuite, le petit dernier pour la route, Les phrases rouges, toujours dans la chanson Les mots française. Ouais, Les mots bleus de Christophe, exactement. Je suis plus calé en Christophe qu'en Nougaro apparemment. Chacun C'est ses la foire références. pour un Toulousain. Il n'y a aucun jugement. il est loin, mon pays, qu'il est loin. Elle est tellement belle cette chanson. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec la première partie de l'émission. Qui consiste à vous présenter et à présenter un peu votre travail. Donc on peut commencer par vous, Marc Guilliou. Vous fabriquez des handpans, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait. Alors moi je représente la société Metal Sounds, qui est une société française qui s'est créée il y a une quinzaine d'années autour de la fabrication de ces instruments qui n'ont eux qu'une vingtaine d'années, qui ont été inventés en Suisse au départ et qui s'appellent aujourd'hui des handpans. Par analogie avec les steel drums de Trinidad et Tobago, les steel drums caraïbéens qui sont ces percussions mélodiques en métal martelées dans des bidons de pétrole ou dans des bidons d'huile, sont martelés de façon concave et on les appelle des steel drums ou aussi des steel pan. Et comme celui-ci, on le joue à la main, eh bien on l'a appelé le handpan. Voilà. Les handpans que nous fabriquons à Metal Sounds ont un nom, ont une marque qui s'appelle Space Drum. Et nous fabriquons ça dans nos ateliers du sud de la France. Donc le siège social de Metal Sounds est à Toulouse. J'étais complètement dans le sujet sans le savoir. La ville rose. Mais par contre, nos ateliers de fabrication se situent respectivement à côté de Montpellier et à côté d'Avignon. Voilà, donc c'est là que nous fabriquons ces instruments de A à Z. C'est une fabrication 100% française, très artisanale. On est même classé entreprise d'artisanat d'art. Et ce sont des instruments qui se fabriquent avec des méthodes à la fois de chaudronnerie pour la mise en forme générale de l'instrument et puis de martelage pour tout ce qui est tout ce qui concerne tout ce qui regarde le côté acoustique de l'instrument et donc l'accordage, qui est un mot qui n'existe pas mais qu'on utilise beaucoup dans notre métier. L'accordage de chaque note. Chaque note va se décomposer en une fondamentale et deux harmoniques qu'il va falloir accorder avec beaucoup de précision de manière à ce que chacune des notes soit bien définie et à la fois résonante. Voilà, tout l'enjeu du handpan qui est un idiophone, c'est donc un instrument qui résonne avec son corps, c'est d'arriver à préserver toute la résonance et toute la richesse sonore que peut proposer ce matériau sans tomber dans le mélange acoustique et les interférences ou les résonances sympathiques ou pas très sympathiques qu'il peut y avoir parfois entre les notes. Donc ce sont des instruments, les Space Drums, qui se fabriquent aujourd'hui sur différents types de matériaux. On utilise de l'acier inoxydable, on utilise aussi de l'acier plus classique que l'on va traiter grâce à un procédé que l'on appelle la nitruration. On va appeler ça du coup de l'acier nitruré. Et selon le matériau que l'on utilise, selon le type de forme également que l'on donne, globalement la forme du handpan c'est une forme lenticulaire, circulaire et lenticulaire. Ça veut dire quoi lenticulaire ? Lenticulaire, c'est-à-dire la forme d'une lentille. En D'accord. fait, Ah voilà, oui, tout simplement. Voilà, c'est la forme, pour le dire autrement, la forme d'une soucoupe volante. D'où le nom que l'on a donné à nos instruments, Space Drum. Ah d'accord. Voilà. Donc selon on va dire la hauteur du dôme et puis le diamètre de l'instrument, le matériau qu'on va utiliser, on va obtenir différents types de timbres qui vont aller d'un timbre percussif à un timbre plus résonnant et plus peut-être encore plus métallique. Voilà, on a un timbre qui va presque aller vers des matériaux composites type céramique et puis parfois avec de l'acier inoxydable par exemple, on va toucher à des timbres plus métalliques et plus résonnants avec des propriétés extrêmement vibratoires. Donc ce sont des instruments qui sont accordés sur des
sur des modes musicaux simplifiés, en gamme pentatonique, en gamme diatonique, sur des gammes harmonisées qui sont parfois un peu tordues sur le plan du solfège, mais qui fonctionnent très bien dans l'utilisation. Donc voilà, ce sont des instruments qui se jouent de façon très intuitive. Il y a une petite technique percussive à trouver et à travailler un peu au début. Bien évidemment, le travail de culture rythmique qui est le travail d'une vie, en fait. Et puis après, on peut s'amuser, que l'on soit musicien ou que l'on ne soit pas musicien. On n'est pas sur un mode chromatique, donc on n'est pas obligé de se taper des années et des années de solfège pour savoir ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas vraiment de fausses notes, du coup, sur ces instruments. Il n'y a pas de fausses notes. Ce sont des instruments qui se proposent sous des formats de 8, 9, 10 notes en général, sur les formats standards. Après, on peut rajouter des notes dans le fond de l'instrument, par exemple, mais globalement, le format standard, c'est un format 9 notes avec une note centrale et 8 notes sur le pourtour, ce qui nous suffit à développer une gamme dans une amplitude de tessiture pouvant aller du Do 3 jusqu'au Do 5 à peu près. Donc on va couvrir 2 octaves, encore une fois, pas en chromatique, mais en amplitude. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Merci. Frédéric, vous fabriquez des ludophones. C'est l'instrument qui est posé juste devant nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est et comment vous en êtes arrivé à en fabriquer ? Alors, cet instrument, c'est un instrument qui est fait pour les sourds et les malentendants. Donc, c'est un instrument de musique qui est dédié à la perception vibratoire. Moi, je suis docteur en musicologie et je dirige une entreprise du patrimoine vivant qui s'appelle Titanium Sound. Et l'idée a été la suivante, transférer les technologies de l'industrie de pointe, de l'industrie aéronautique, dans la facture instrumentale. Donc, plus largement, établir des liens avec la recherche fondamentale. Ça conduit notamment à fabriquer des instruments, et ça c'est un développement qui a été initié par l'Union française des facteurs d'instruments à percussion, que j'ai l'honneur de présider. Marc en est le vice-président, et nous avons développé ensemble un matériel éducatif qui comprend des zincos, des ludophones, aussi des cool drums, qui sont apportés par une société qui s'appelle Rythme et Son, et où on va travailler sur l'accessibilité. Et le cahier des charges de ces instruments, c'est qu'ils soient stérilisables. Pourquoi ? Parce que en dehors des pratiques instrumentales à l'école ou au collège ou dans les conservatoires, on assiste aujourd'hui à une montée en puissance de gens qui ont envie d'avoir accès à des percussions mélodiques, intuitives, mais dans tous les secteurs, les milieux hospitaliers, spécialisés, l'éducation nationale, l'enseignement musical. Donc il faut des instruments qui soient stérilisables. Et de plus, les instruments coûtent en énergie à être fabriqués. Donc notre idée, c'est de pouvoir proposer des instruments qui ne soient pas obsolescents. Une fois qu'ils sont fabriqués, ils le sont pour 500 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a une qualité d'innovation dans cette accessibilité que l'on recherche et finalement le développement d'une expression sonore, d'une créativité qui va partir de l'exploration pour aller jusqu'à la création musicale. Et donc enfin, en tant qu'enseignant-chercheur, je travaille sur un domaine qui est l'écologie sonore. On aura l'occasion d'en reparler juste après dans l'émission. Et vous, Romain, vous êtes chercheur à l'ITEM, c'est ça ? Oui. C'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Exactement, si je me trompe pas. Donc oui, Romain Viala, je suis chercheur et responsable du pôle recherche et innovation à l'ITEM. Donc l'Institut, comme vous avez dit, européen des métiers de la musique, et qui est un lieu de formation au départ. C'est-à-dire que c'est un lieu où on va avoir environ 200 élèves tout au long de l'année qui vont être présents autour de l'accord du piano, des réparations, restaurations, réglages du piano, fabrication et réglage des guitares électriques et acoustiques, instruments avant aussi, et puis accordéon, régie du son et bac pro commerce. Donc c'est vraiment un lieu de formation. Et en fait, pour transférer tout d'abord à nos élèves dans ce lieu de formation ce qui se fait en recherche, il y a le pôle innovation qui va aller regarder ce qui se passe dans la recherche fondamentale, enfin plutôt dans les laboratoires en recherche appliquée ou fondamentale, et puis tester des nouvelles idées, tester des nouvelles technologies de fabrication, des nouveaux matériaux, regarder ensuite comment on peut transférer ça à nos élèves et surtout aussi au métier. Et c'est-à-dire que les artisans ne peuvent pas avoir de bureau de R&D dans une structure de cette taille-là. Et donc, un lieu mutualisé, c'est aussi le pôle innovation de l'ITEM qui va faire toutes ces activités aussi d'expérimentation, de recherche et développement
en lien avec des actions très globales pour la filière. Par exemple, pendant la crise sanitaire, au départ, on avait fait des guides de désinfection pour les instruments de musique, donc avec tous les types de matières qu'il fallait recenser et vérifier la compatibilité de toutes les matières avec tous les produits désinfectants. Oui. Par exemple, ne pas mettre d'alcool à 90 sur un violon, ça fait fondre le vernis. Non, ne faites pas ça chez vous, vraiment très mauvaise idée. C'était toutes ces choses-là en fait qui au départ, il n'y avait pas très peu d'informations, très peu de retours, donc on a dû vraiment faire ça. Donc pour la filière, hein. D'ailleurs on avait travaillé avec Frédéric à ce moment-là, avec Titanium Sounds aussi pour ça, pour les guides de percussion. Et puis on avait fait des guides pour chaque famille pour ça. Donc c'est très filière. Et puis parfois aussi c'est vraiment des travaux avec des associations, avec des luthiers par exemple, pour reconstituer un artefact qui serait un chevalet de lyre mérovingienne, donc avec une expédition qu'on monte avec un artisan et puis on va aller reproduire, utiliser des techniques très, très modernes, très avancées pour remonter aux propriétés mécaniques d'un alliage et se dire bon c'est du cuivre et de l'étain, le reproduire et reproduire ensuite un facsimilé qui a des propriétés similaires. Donc voilà, c'est vraiment avec cet aspect filière et entreprise, et avec des actions de recherche, de transfert et de formation au sein du pôle. Et moi, je suis docteur en mécanique, donc j'ai un certain appétit pour tout ce qui va être le comportement vibratoire des structures et des matériaux. En regardant en fait les applications habituelles de ces méthodes, ça va être l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, l'aérospatiale, comment les structures vibrent et comment elles se comportent, par des simulations, par de la connaissance du matériau, et bien en fait comment est-ce qu'on applique ça à la facture instrumentale moderne. Et bien justement, en parlant de vibration, la vibration c'est au cœur du fonctionnement de tous les instruments de musique qu'on a créés jusqu'à présent. Et il y a le handpan et le ludophone, mais pour ne citer que, mais en fait même les instruments avant, tout fonctionne avec la vibration. Et c'est une question que je me suis posée, pourquoi est-ce qu'on continue à se servir de ce procédé ancestral alors qu'il y a énormément de nouvelles technologies qui la laissent un peu de côté. On a vu par exemple avec le pôle innovation de Musicora, en fait on a créé des instruments comme le dualo ou des choses comme ça qui fonctionnent uniquement avec de l'électronique où il n'y a plus tellement de questions de vibration. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on commence un peu à s'écarter de ça justement ? Si on entend ce que produit l'instrument, c'est qu'il y a des vibrations de toute façon. Dans tous les cas, ce sera l'air qui va vibrer. Donc il y aura toujours des vibrations. Si on parle de musique, si on parle de phénomènes oscillants, comme par exemple ce qu'on peut avoir avec un diapason, là on n'entendra pas trop. Ouais, je pense que le micro voilà, ça donc passera un diapason qui vibre à une certaine fréquence, en fait tout ce qui va être des notes, tout ce qui va être un son, un échange même. On va voir avec la parole, c'est les vibrations de toute façon. Si là on peut échanger. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'électronique qui vient dans les instruments, oui. Et du coup, dans l'électronique, même si on va de plus en plus dans le numérique et dans la dématérialisation des instruments, on reste quand même au cœur avec la vibration, on s'écarte pas trop de ça ? Le son, par essence, est une vibration. Donc, dans la facture instrumentale 2.0, on va surtout travailler sur les modes de jeu, des modes de production sonore. Donc des contrôleurs de son par le souffle, par le geste. Mais ça reste finalement des générateurs de son, dans une gamme de fréquences qui n'est pas celle des lumières, qui est une gamme de fréquences que l'oreille peut entendre. J'ajouterais que la pratique instrumentale a effectivement beaucoup évolué, notamment grâce à l'avènement des nouvelles technologies, ce qui est certainement une bonne chose. Mais peut-être qu'à un moment donné aussi, on revient aux fondamentaux en redéveloppant des instruments acoustiques, parce que la gestuelle, le contact avec l'instrument, l'interaction directe entre le geste et le son sont des composantes importantes malgré tout. Et on peut le voir, je pense, dans toutes les formes d'expression artistique, c'est-à-dire que la modélisation ou je dirais la domination de la technologie dans toutes les formes d'expression artistique ne peut pas être exclusive. Il y a toujours un moment donné où on reprend un crayon et une toile pour exprimer un art pictural, où voilà, on va aussi retrouver beaucoup de plaisir. Je peux parler de l'expérience du handpan vécue par toute une communauté de joueurs à travers le monde qui se retrouvent à travers cette pratique instrumentale, je dirais presque à un état primitif de production du sonore. Et je pense que ça joue aussi beaucoup dans ce retour à l'instrument acoustique. Oui, Voilà. de vraiment ce besoin de se recentrer sur le matériel.
Voilà, moi j'ai souvent été confronté à des gens qui m'ont posé la question de savoir à quand remonter le handpan. Et quand je leur expliquais que ça avait été inventé il y a 20 ans, en Suisse, En plus, ils n'en croyaient pas leurs oreilles, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'était quelque chose qui potentiellement venait du fond des âges. Et voilà, il y a un film qui est sorti il y a quelques années au cinéma qui s'appelle My Sweet Pepperland avec Golshifteh Farahani, où elle joue du handpan comme ça dans la montagne kurde. Et les gens m'appelaient derrière en disant mais on voudrait cet instrument kurde qui a des siècles d'existence, vous voyez. Donc j'aurais dit non, je suis désolé de vous décevoir, mais ça a été inventé en Suisse en 2000. Et voilà, et on constate aussi, on fait l'expérience très souvent de l'attraction que peuvent avoir les auditeurs par rapport à ces instruments quand ils sont joués dans la rue. Plusieurs fois l'expérience a été faite de mettre un excellent musicien, par exemple un premier violon de l'orchestre symphonique de New York qui joue à la sortie du métro, personne ne s'arrête. Ce qui est assez dramatique, désolant, il faut bien le reconnaître. Ouais. Mais vous mettez un joueur de handpan d'un niveau, on va dire, moyen, dans la rue, vous avez 90% des gens qui vont tourner la tête parce que ça va les interpeller. Donc Oui, je rejoins tout à fait les commentaires qui ont été faits aussi précédemment sur la vibration du son, qui est un phénomène physique totalement invisible, mais extrêmement perceptible. nous allons tout de suite écouter la chronique de l'Explorazov sur le village innovation. Justement, on parlait du phénomène de numérisation des instruments. On en écoute tout de suite quelques extraits. Enfin, on va écouter quelques exemples d'innovation en termes d'instruments. Alors, je fabrique le kitam. Donc, c'est une percussion. Elle se tient comme une guitare avec un manche. Et au bout de ce manche, on a une manette. En tendant la manette, un système mécanique va permettre de tendre la pose sur 1,5 octave. C'est un des seuls instruments acoustiques qui change son propre timbre sonore. Ce qu'on fabrique nous, c'est le Duello Do Touch. C'est un instrument de musique électronique basé autour d'une nouvelle disposition des notes qu'on a inventée et qui est brevetée. Et à l'intérieur, en fait, on a mis tout ce qu'il faut pour créer de la musique de façon très spontanée, très ludique. C'est un instrument qui est basé autour d'un modèle mathématique de la théorie harmonique, où on met les notes qui sonnent bien entre elles, au sens de l'harmonie, les unes à côté des autres. Donc, quel que soit le dessin que je fais, je vais forcément faire des accords. Et ensuite, on a des guides de lumière qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on met nos doigts pour être dans une gamme. On a mis à l'intérieur tout ce qu'il faut pour créer un morceau de A à Z sans avoir besoin d'un ordinateur. En toute mobilité, vous pouvez jouer dans le train, sur la plage, dans la forêt, voilà. Alors on fabrique le silphio, c'est une flûte électronique et ça se joue comme un instrument à vent traditionnel. On va venir poser ses doigts dessus pour faire la sélection des notes. On va pouvoir aussi faire des nuances supplémentaires avec les mouvements et avec les sliders. Donc par exemple... Sur ce stand-là, on joue essentiellement des instruments qui datent du XVIIIe siècle. Et cet instrument-là, justement, c'est un ludophone qui est fait pour les malentendants et pour les sourds. Parce que, avec cette typologie d'écoute, on se rend compte que la personne malentendante, elle va avoir une surcapacité à analyser le signal sonore. Je travaillais dans l'humanitaire avant pour Handicap International et au Brésil, la capitale des percus. Donc là, j'avais tout sous la main et je ne trouvais pas un instrument qui me plaisait, qui me convenait. J'avais envie de quelque chose d'autre. Un Italien qui s'appelle Carlo Rizzo qui a développé un tambourin avec tout un tas d'attirails de manettes, de fils. J'ai trouvé son invention fabuleuse et je suis parti de son travail pour repenser l'instrument un petit peu plus à mon image. Donc au début, c'était juste un instrument aphone, comme on dit, un instrument qui ne fait pas de son, mais qui envoyait du MIDI. Le MIDI, c'est le langage universel pour parler entre les instruments, les synthés, les ordinateurs. On a d'abord travaillé le contrôle. On a travaillé notre système de souffle, nos capteurs de mouvement, nos capteurs de touche pour avoir quelque chose de convaincant. La deuxième étape, c'était le développement de notre propre synthé pour avoir un moteur de son, des presets maison et spécialement dédiés à l'instrument avant et à un autre instrument en particulier. Ça va permettre soit de jouer des pièces avec des nouveaux sons, avec des sons un peu plus modernes, soit de travailler en silence. C'est plus un instrument qui va accompagner la mélodie. Donc un chant, une guitare ou des choses comme ça. Il a 1,5 octave de sons de basse qui peuvent être joués à différents niveaux et toute une quantité de sonorités comme un set de percussion. Donc il n'y a pas vraiment de style à proprement parler. C'est un petit peu comme si on était le contrebassiste et le batteur à la fois, en une seule personne. Du coup, c'est une perception de la musique qui est différente et c'est une manière de jouer de cet instrument à la fois différente et nouvelle. C'est vraiment un instrument qui est pensé d'abord pour être un instrument éducatif. Donc je pense que cette question de la pédagogie sonore,
elle est importante à traiter dans l'accessibilité de tous à une expression sonore. On a travaillé au maximum pour rendre la pratique de la musique et son apprentissage beaucoup plus ludique, beaucoup plus spontané. L'idée, c'est que vous puissiez partir d'une idée et arriver à sa concrétisation le plus rapidement possible, sans avoir besoin de connaître forcément beaucoup de choses en théorie du solfège. Aujourd'hui, on fait des ateliers de découverte où en l'espace de 3 heures, n'importe qui a un petit peu d'oreille musicale va devenir improvisateur au bout de 3 heures. Bien souvent aujourd'hui, les synthés se contrôlent avec des claviers. Mais quand on est instrumentiste avant, on a besoin d'autres manières de s'exprimer, d'autres moyens d'expression. Donc c'est pour ça que souffler dedans, avoir les doigtés, se concentrer sur la mélodie, c'est quand même quelque chose qui est spécifique à ce genre d'instrument. Et c'est ça qu'on voudrait proposer aux musiciens. Donc il semble nécessaire aujourd'hui d'avoir des instruments qui soient certes dédiés au concert, mais aussi des instruments éducatifs, intuitifs, qui permettent à tout un chacun d'avoir une expression sonore en fonction de ses spécificités. Et notre méthode d'apprentissage, en fait, porte ce message de démocratisation de la musique et de la pratique musicale et de permettre à n'importe qui de jouer de la musique actuelle sans forcément avoir un gros bagage technique. Et merci l'Explorazov et merci aux exposants de nous avoir accordé ces courtes interviews. Retrouvez cette chronique sur la chaîne YouTube de l'Explorazov. Donc vous tapez Explorazov dans YouTube et vous allez tomber sur sa chaîne YouTube. Dans cette chronique, les différents exposants abordent des thématiques variées, dont une en particulier qui est commune à tous, c'est l'accessibilité de l'instrument. Le handpan fait également partie de ces instruments contemporains qui sont très simples d'utilisation. Est-ce que Marc, tu peux peut-être en témoigner? En combien de temps tu as appris à jouer de cet instrument? Alors en fait c'est très variable en fonction des gens, hein. L'accessibilité de la pratique instrumentale, elle est très inégale en fonction des gens. C'est un peu comme pour le sport ou comme pour beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui ont ça dans le sang, il y en a qui n'y arriveront peut-être jamais. Ça c'est un débat. Mais non, c'est vrai qu'une percussion de façon générale est un instrument qui offre déjà des possibilités, des facilités de jeu qui évidemment sont bien plus simples que je sais pas, les cordes frottées ou les cordes pincées par exemple, hein, ou même les soufflants. Donc par essence la percussion déjà est plus universelle et plus accessible de façon générale. Après, la percussion mélodique en métal reste quand même un petit peu exigeante en termes de technique de frappe percussive. Donc, il y a des gens qui peuvent y arriver en quelques minutes. Il y a d'autres personnes pour lesquelles ça prendra quelques heures, d'autres quelques jours, d'autres quelques semaines. C'est vraiment, encore une fois, très inégal. Mais globalement, on s'aperçoit que la prise de plaisir est assez rapide. Et dans tous les cas, si les techniques de frappe digitale sont parfois difficiles à maîtriser pour certaines personnes, on a toujours la possibilité de leur mettre une paire de baguettes entre les mains. Et là, à ce moment-là, évidemment, avec cet appendice du corps qui va permettre d'aller frapper la percussion, on peut dégager les sons magiques de l'instrument très rapidement. Quant aux modes musicaux qui sont proposés, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant simplifiés, là forcément, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas d'erreur possible, donc on peut laisser vagabonder son imagination et jouer et trouver des ritournelles ou des rythmes de trance très facilement, et ça, c'est très satisfaisant pour ceux qui jouent. Ouais. Est-ce que tu veux nous faire entendre un petit peu de ces vagabondages musicaux? Parce que du coup, ce handpan, tu as dit tout à l'heure, c'est 9 notes en dessous, au-dessus, et il y en a aussi en dessous de celui-là? Sur ce modèle en particulier, oui, c'est ce qu'on appelle le handpan, le Space Drum Masterpiece.
avec 5 notes sur le fond de l'instrument, en plus des 9 qui sont sur le dessus. Là, je vais jouer que celles qui sont dessus parce que je ne suis pas en bonne posture pour pouvoir jouer celles qui sont dessous. Mais voilà, il s'agit effectivement d'une petite astuce de fabricant pour étendre le registre de jeu. Parce que quand on commence à taquiner un petit peu, c'est pas qu'on s'ennuie avec 9 notes, mais plus il y en a, plus on rigole, quoi. Donc voilà. Je vais orienter ton micro. Démonstration. Merci beaucoup. Ouais, tu peux réorienter le micro. Frédéric, est-ce que c'est grâce à cette accessibilité que tu as choisi la percussion pour créer ton instrument, le ludophone, ou est-ce que c'était pour une autre raison? Je pense que le terme accessibilité, il peut s'entendre de différentes manières. Par exemple, on peut considérer que le travail d'évolution de la technique, c'est une façon, peut-être, comme l'a dit Marc, d'accéder à une expression sonore. Moi, quand j'emploie le terme accessibilité, dans le cadre de la facture instrumentale, c'est pas une question de temps, c'est surtout de permettre la possibilité à tout un chacun d'avoir accès à une pratique. Ça veut dire des gens en EHPAD, des gens à la crèche, des gens dans des camps de migrants. Ça veut dire finalement autoriser la pratique sonore, l'expression chez tous. Ensuite, dans ce processus-là, il y a des instruments qui seront plus ou moins intuitifs. Mais le propre de l'homme, c'est en effet de toujours chercher à s'améliorer, à développer, à augmenter. Donc là, il y aura un travail technique. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la question de l'accessibilité au monde sonore. L'accessibilité au monde sonore, c'est déjà prendre conscience de son environnement sonore, pouvoir le qualifier. C'est de la nuisance, c'est du patrimoine. Là, j'entends le discours de quelqu'un, je dois en prendre conscience. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je me focalise dessus ou est-ce que je le rejette? Parce qu'il y a des pays avec des minarets ou je ne sais quoi qui vont utiliser le phénomène sonore pour aussi conduire des populations. Donc il y a ce pouvoir du son. Donc je pense que l'ouverture au monde sonore, cette accessibilité, c'est important. Pouvoir parler de certains sujets, c'est une forme d'accessibilité à la parole. Voilà, l'accessibilité, je le conçois comme ça, à une forme d'expression. Ensuite, ça renvoie aussi à un second principe qui est lié à la pratique musicale, qui est quand même l'art collectif par excellence. C'est qu'une fois qu'on a exploré le phénomène sonore, on peut jouer collectivement, mais surtout on apprend à se sociabiliser. Donc la pratique et la découverte et l'exploration du monde sonore, c'est une façon, ensemble, de savoir dire « je me tais », je parle, j'écoute, je partage, j'improvise. Donc tous ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qui vont être indispensables, partant de la créativité, pour faire des apprentissages, acquérir des connaissances et puis conceptualiser au fond des pièces musicales mais aussi un projet de vie, un projet sociétal. Pour moi, le monde sonore, c'est aussi un projet politique. Quand j'entends accessibilité, j'ai aussi beaucoup cette notion d'argent qui rentre en ligne de compte. Est-ce que le handpan ou le ludophone, c'est des instruments qui sont accessibles financièrement? Combien ça coûte à peu près comme instrument et comment on peut s'en procurer? Alors, Romain le sait, on a vu que des instruments qui étaient très très chers étaient innettoyables. Donc ce que l'on a cherché à faire avec l'Union française des facteurs d'instruments à percussion, c'est de promouvoir un matériel qui est déjà durable, un matériel qui est stérilisable. Ça veut dire avec des emplois de matériaux nobles, qui sont extrêmement robustes, parce que quand vous jouez avec des enfants qui sont autistes, l'enfant autiste, il va d'abord utiliser l'objet pour lui-même, pas pour produire du son. Donc au fond, il y a tout un cahier des charges qui fait que l'on arrive à des solutions aujourd'hui où l'instrument, à partir de 300 €, vous avez un instrument. Alors 300 €, c'est beaucoup d'argent, c'est aussi peu d'argent quand on voit les moyens que l'on a mis dans la recherche
ou dans nos ateliers pour pouvoir produire ces instruments-là. Mais ça reste toujours trop cher en France pour une classe d'école, par exemple, qui va avoir un budget de 500 euros par an. Donc, ces questions financières, vous voyez, elles sont très relatives. Elles sont du côté du facteur. Nous offrons beaucoup d'instruments. Il y a des bourses au niveau de cette méthode supersonique qui permettent à des hôpitaux d'acquérir gratuitement ces instruments-là. Donc, nous faisons le travail de donner aux éducateurs en France la possibilité de travailler avec ce matériel-là. Maintenant, il y a un système économique qui est installé. Nous en sommes les acteurs, mais la facture instrumentale n'est pas isolée. Elle est au contact de pédagogues, de chercheurs, de compositeurs, et c'est tous ensemble, sur un plan sociétal, que nous devons permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir accès à cette pratique. Oui, quand vous parlez d'accessibilité aussi, effectivement, l'accès aux instruments de musique qui est à prendre en compte. Et en fait, là aussi, un travail de recherche, des activités qu'on mène sur des nouveaux matériaux qui permettraient de produire, par exemple, des guitares ou les instruments à cordes avec des grandes membranes sur lesquelles les cordes reposent, eh bien, les rendre accessibles, ça va être une certaine gamme de prix. Dans ce cas-là, il va falloir voir aussi la matière qu'on met dedans et comment on met quelle matière on prend. Et donc, du coup, sur des instruments de cette gamme, qui seront probablement pas, je parle pour les guitares très entrée de gamme ou les violons très entrée de gamme ou autres, eh bien, c'est pas forcément des instruments qu'on va réparer aussi, si jamais ils ont des problèmes. Donc on va aussi réfléchir à comment on peut produire plus près ces instruments-là avec des nouveaux procédés de fabrication et quels sont les matériaux qu'on peut utiliser qui seront pérennes sur des instruments de ce type-là qui risqueraient quand même, dans le principe de fonctionnement par exemple d'une guitare, il faut quand même une table avec un matériau assez léger, très directif, là on a un plaquage d'épicéa par exemple, donc un matériau comme l'épicéa qui va être architecturé, mais si on le fait tout dans ce matériau-là en épicéa, dans ces gammes-là, ça fait des grands volumes et la ressource, elle se porte plus très bien. Et donc du coup, comment on peut continuer à produire assez proche du lieu d'utilisation, dans des tarifs abordables, avec des procédés aussi qui permettent de produire plus près aussi. Vous avez tout à fait compris là où je voulais vous emmener. C'est ce terrain-là que je voudrais explorer maintenant. C'est l'accessibilité aux matériaux, en fait, parce que vous avez mené une recherche sur justement comment chercher un matériau qui soit plus pratique, tout aussi pratique que le bois pour construire des guitares, mais qui soit pas fait pareil, justement pour le rendre plus accessible et éviter de détruire toute la forêt. Alors c'est pas non plus la détruire, faut pas exagérer, mais non, mais c'est certainement pas la facture instrumentale qui détruit la forêt, c'est certainement pas la facture instrumentale artisanale qui détruit la forêt. Sûrement certainement pas. Mais en tout cas, oui, il y a cette problématique de l'accès à ce matériau. Et donc, il faut qu'on repense aussi à l'accès aux matériaux, mine de rien. Parce que les arbres, quand vous achetez un morceau de bois, type par exemple la très belle érable blondée ou un très beau morceau d'épicéa, qu'est-ce que vous prenez en compte au moment où vous l'achetez? Vous prenez en compte, vous payez la personne qui vous l'a apporté, qui l'a scié, qui l'a apporté débité, qui fait que vous l'avez dans votre atelier. Mais en fait, le coût de la matière, pour qu'elle existe, le fait de l'avoir plantée, d'avoir entretenu pendant 80 ans avec une certaine gestion forestière la matière, en fait, il n'est pas inclus. Et donc, il est probable que vu la raréfaction du matériau, les coûts augmentent beaucoup, ce qui fait que sur un instrument d'artisan, le coût de la matière sera secondaire. Sur le coût d'un violon, par exemple, le coût de la matière il est vraiment secondaire par rapport au coût, au nombre d'heures que l'artisan passe dessus. Mais sur des instruments à faible valeur, si le coût de la matière augmente, ils vont être de moins en moins accessibles en fait. Et j'ai envie de dire tant mieux que le coût de la matière augmente parce que ça veut dire qu'on aura bien pris en compte son vrai coût. Donc là, je suis tout à fait favorable à ça. Et dans ce cas-là, quelle est la matière qui permettrait de pouvoir toujours avoir des caractéristiques sonores acceptable et ne pas dénaturer l'instrument dans sa fonctionnalité avec une matière en fait qui va se renouveler en 5 ans maximum, qu'on pourra avoir du lin en Normandie par exemple, des matériaux, des mousses recyclées ou des matériaux très légers qui vont être pris à l'intérieur de ces fibres de lin dans une résine, bien sûr il y aura de la résine, il n'y a pas de solution parfaite, et puis qui aura quand même l'apparence, l'esthétique et l'esthétique sonore de l'instrument initial et à des coûts tout à fait convenables et en plus en ayant relocalisé une production et en prenant vraiment en compte le coût de la matière. Ça, c'est très important. Donc, vos recherches, vous vous ancrez profondément dans une démarche écologique, en fait, plutôt. Ça dépend ce qu'on met derrière écologique, mais en tout cas, pour favoriser la biodiversité, et c'est de se dire, on n'a pas besoin on n'est pas tributaire aussi de l'état d'une ressource systématiquement, et donc, du coup, pour que cette ressource existe, on va avoir envie de la privilégier très localement
ça va être une monoculture. Par exemple, on a besoin d'épicéas pour une certaine industrie. En corollaire, les instruments de musique vont utiliser certains de ces arbres. Mais, et donc, ouais, on imagine en fait pouvoir utiliser uniquement les beaux arbres avec des fibres très droites qui sont rares, mine de rien, parce qu'un arbre, il a un vécu. Et souvent, la plupart des arbres, ils vont avoir des accidents de la vie, des accidents de parcours et autres. Et en général, ils ne sont pas utilisés pour la lutherie. Donc, on réserve les arbres qui sont exceptionnels, qui sont vraiment très spécifiques pour la lutherie. Et en fait, on n'est plus du tout... on n'a plus du tout à mettre ce genre d'arbres qui sont de plus en plus rares dans des instruments d'entrée de gamme qui ne favoriseront pas la réparation, etc. quoi. Donc, on a une vision, je pense, un peu plus à long terme. Mais en plus, on prend en compte le vrai coût de la matière dans cette problématique-là. Et en tout cas, on fait aussi des ACV, des analyses de cycle de vie, des coûts équivalents en carbone. On prend en compte toute cette dimension, effectivement, oui. Dimension écologique. On parle depuis tout à l'heure des problématiques liées au bois, qui est de son acheminement, du temps qu'il prend à se produire, etc. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi le métal pour fabriquer des handpans ou c'est vraiment un hasard c'est pour les propriétés sonores exclusivement? Non, comme j'ai expliqué, le handpan vient du steel drum. Le steel drum, lui, a été inventé dans les îles Caraïbes, en particulier à Trinidad et Tobago, qui est un couple d'îles qui est le plus austral sur l'arc des Caraïbes. C'est-à-dire que ce sont vraiment des îles qui sont très très proches du Venezuela et qui servent de plaque tournante pour l'acheminement du pétrole et du gaz. Et il s'est trouvé que dans cette île, il y avait beaucoup de barils de pétrole et d'huile qui arrivaient en fin de vie, en fait, en quelque sorte, et qui étaient là, non utilisés, sachant que, pour le coup, en termes d'environnement, le métal, c'est quand même la panacée, parce que là, on est sur un matériau qui est recyclable quasiment à l'infini, qui, certes, a un processus de vieillissement comme toute chose, mais qui reste très lent par rapport à des matériaux plus organiques, comme le bois, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les habitants de ces îles des Caraïbes? Pour tuer le temps, j'ai envie de dire, ils ont commencé à marteler des barils de pétrole. Donc ils ont fait du recyclage sans le savoir. À partir de là, on s'est rendu compte que le concept de percussion mélodique en métal venait de naître et avait légitimement le droit de nourrir l'ambition d'être développé sous d'autres formes, ce qui a été fait à travers le handpan. Vous posiez tout à l'heure la question du prix, donc je reviens rapidement à ça pour parler des handpans. Les handpans, aujourd'hui, il faut compter environ une enveloppe de 1 500 à 2 000 euros pour avoir un bon instrument. Je tenais à préciser cette information parce qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui de handpan de facture chinoise ou asiatique qui sont faites dans des matériaux de pauvre qualité et avec surtout un savoir-faire qui n'est pas bien maîtrisé. Il faut, je pense, c'est aussi mon rôle, moi, de facteur d'instrument, de mettre en garde, on va dire, les gens qui voudraient acheter un handpan à petit prix sur des plateformes internet un peu trop visibles, à des vendeurs un peu mal identifiés et qui se retrouvent au final avec, on va dire, un barbecue retourné, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi comprendre que le prix des choses, c'est le temps passé, et c'est pas uniquement le temps passé à fabriquer l'instrument, mais c'est aussi le temps passé à apprendre à fabriquer l'instrument. C'est-à-dire, c'est cette expertise, c'est ce savoir-faire artisanal, d'artisanat d'art qui est valorisé à travers chacun des instruments. Voilà, donc on a quand même des prix qui restent relativement élevés, mais on s'est rendu compte, malgré tout, que en cette période quasiment de post-Covid, on n'en est pas encore sorti, mais en tout cas, on s'est rendu compte pendant cette période que beaucoup de gens ont estimé que l'achat d'un instrument de musique pour une pratique individuelle à domicile était un investissement sur un bien-être personnel et sur un épanouissement personnel. Je pense que ça, si ça revient ou si ça arrive en force, je dirais, dans nos cultures et notamment dans nos cultures urbaines, c'est pas pour rien. C'est que les gens ont besoin, je pense, de valoriser leur capital intérieur, personnel. Alors sans entrer dans des considérations mystiques, ésotériques ou quoi que ce soit, je pense que
la société matérialiste telle qu'on l'a connue, notamment pendant les 30 Glorieuses et qui est en queue de comète là, dans nos décennies, commence à se poser sérieusement des questions et je pense notamment à ces jeunes retraités, à ces gens qui arrivent un petit peu toujours dans la force de l'âge, mais avec... on va dire des moyens plus importants forcément que les jeunes qui débutent, mais se sentent concernés, enfin en tout cas s'impliquent dans leur propre épanouissement et dans leur propre bien-être. Et ça prend du sens. Voilà. La clientèle autour du handpan, c'est une clientèle qui va de 7 à 77 ans, en réalité, vraiment. Bon, évidemment, les gamins de 7 ans ont rarement 2000 € à dépenser pour acheter un instrument comme ça. C'est rarement le cas, c'est vrai. Mais leurs grands-parents sont déjà plus motivés à partir du moment où ils peuvent toucher l'instru de temps en temps. Donc voilà. Non, blague à part, c'est une composante... Comme l'expliquait Frédéric, le prix des choses s'explique à travers plusieurs facteurs que les gens comprennent de mieux en mieux. Et si la notion d'investissement auparavant devait rimer avec retour sur investissement, aujourd'hui la notion d'investissement sur un capital personnel rime plus avec épanouissement et bien-être qu'avec argent, quoi. C'est un beau mot de la fin. Chers tous et toutes, cette émission touche déjà à sa fin. Il est l'heure de rendre l'antenne. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec vous tous, chers invités, et puis cher public, puisque pour la première fois dans l'histoire de Tempo, on accueillait un public pour assister à l'émission. En délire. Un public en délire. Et du coup, je voudrais aussi remercier nos auditeurs et auditrices qui sont, comme toujours présents sur Twitch, qui nous regardent actuellement en direct. Et il y en a sûrement qui nous écoutent aussi en podcast, en rediffusion. J'espère de tout cœur que cette émission vous a plu, qu'elle vous a permis de vous questionner, d'être curieux sur ces instruments et ces recherches innovantes. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement l'équipe de Tempo, sans qui rien ne serait possible, parce que à la caméra vous ne me voyez que moi, mais en fait on est une dizaine à œuvrer pour que cette émission puisse voir le jour. Donc merci à eux, merci à Musicora de m'avoir fait confiance pour réaliser cette émission en direct, merci à Artefact, l'association qui soutient le projet depuis le début, merci à la 3e harmonique pour le matériel qu'ils nous ont prêté. Et enfin, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les merci. Je vais citer tous les acteurs, actrices qui ont œuvré à ça. On a Thomas Guingagne à la technique, l'Explorazov au cadrage, mais aussi à la chronique, Juliette Bélanger, technicienne également, Floriane Olivares, coproductrice, Axel Ruther, chargée de communication, et Anaëlle Lecroix, coordinatrice. Voilà, c'était Emma Olivares, présentatrice de Tempo. Je vous dis merci encore et à bientôt. Et merci Emma pour ton invitation. Merci, bonne suite.